Bien, chers amis, bonsoir. Jacques Sapir nous fait l'amitié de venir présenter chacun de ses livres depuis bien des années. On ne pouvait pas ne pas l'inviter sur un livre qui nous concerne très très particulièrement, sur la souveraineté. Donc je vais immédiatement lui passer la parole et ensuite, comme d'habitude, nous aurons un débat avec lui. Jacques, c'est à toi. Merci beaucoup, Bertrand. Mesdames et messieurs, merci d'être venus écouter. Et je voudrais d'abord dire deux choses. C'est que si vous voulez avoir une bonne idée de mon livre, précipitez-vous sur le blog de Bertrand, qui en a fait une recension qui est absolument excellente et qui a vu des choses qui sont évidemment dedans, mais que les autres personnes qui ont soi-disant lu et critiqué mon livre, eux, n'ont pas vu. C'est un problème et je vais y revenir. La deuxième chose, c'est que ce livre, qui a eu une gestation un petit peu compliquée, n'aurait probablement pas vu le jour, en tous les cas pas sous cette forme, sans votre prochain intervenant, l'intervenant de la semaine prochaine, qui est David Degouis. C'est lui qui m'a orienté sur Michalon, et c'est donc Michalon qui a édité ce livre et qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Alors, pourquoi ce livre? Et première question qui se pose, je pense, de manière tout à fait évidente, pourquoi un économiste fait-il un livre sur des sujets à la limite de droit constitutionnel, mais en réalité beaucoup plus de philosophie politique? Bien sûr, on peut toujours dire « Ah oui, mais c'est pire, pas un vrai économiste, pas venu par la fac d'éco, il a fait le détour par Sciences Po, donc il a lu, etc. » C'est pas faux. C'est pas faux, et il y a toute une série de questions auxquelles j'ai été sensibilisé depuis justement mes études à l'Institut d'études politiques de Paris. Mais il y a néanmoins une raison beaucoup plus fondamentale. C'est le fait que, en tant qu'économiste, j'ai été amené à me poser, tant d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique, des questions qui me ramenaient à cet enjeu de la souveraineté. Alors, d'un point de vue théorique, parce que, ayant construit, ou en tous les cas ayant tenté de construire une réflexion justement contre l'économie dominante, remettant en cause un certain nombre de dogmes de cette économie dominante, comme le consommateur rationnel, disons cet homo economicus, comme le tout marché, etc., j'ai été amené, bien entendu, à me poser la question, qu'est-ce qui fait tenir ensemble des institutions, des sociétés qui sont composées, en réalité, d'individus qui sont très largement des individus différents, hétérogènes, etc. D'ailleurs, le thème de l'hétérogénéité, c'est l'un des thèmes que j'ai développé dans mes enseignements en russe, si vous voulez. Et quand, à partir de 1993, j'ai commencé à donner des cours dans le système universitaire russe, le premier point sur lequel j'ai vu qu'il y avait un véritable enjeu, c'était est-ce que les marchés, puis les sociétés, sont composés d'individus entièrement homogènes? Et dans ce cas-là, évidemment, s'ils sont homogènes, on peut tout de suite trouver l'équivalent d'un point fixe. Avec ce point fixe, on ne va pas soulever le monde, mais on va réaliser un équilibre. Ou alors, sommes-nous, en réalité, en présence d'une hétérogénéité d'emblée qui impose de comprendre comment se construit, non pas l'homogénéité, mais se construit la convergence des représentations. Car ce point, il est en réalité l'un des points sur lesquels les grands théoriciens de l'économie se sont affrontés. Qu'il s'agisse d'Adam Smith, avec la théorie des sentiments moraux, qu'il s'agisse de Karl Marx, qu'il s'agisse de Keynes, qu'il s'agisse de Hayek, ils ont tous, à un moment donné, posé cette question de savoir comment
arrive-t-on à dégager un résultat collectif à partir d'une hétérogénéité initiale? Et c'est un point extrêmement important. D'ailleurs, je signale que Hayek, sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans les années 90 et au début des années 2000, ne croit pas un instant à l'équilibre, si vous voulez. Il faut le savoir. On dit toujours, ah oui, les libéraux, dont Hayek. Non. Il y a les libéraux qui s'inspirent en réalité de Léon Walras et de Vilfredo Pareto, bon, plus les héritiers modernes, mais il y a Hayek qui développe une théorie qui est intéressante, critiquable, évidemment, mais qui est radicalement en opposition avec cette notion d'équilibre. Mais justement, si on reprend la notion de la fameuse convergence des représentations ou convergence des anticipations, et d'une certaine manière, on peut considérer que, pour l'instant, anticipation et représentation, c'est le même terme, en tout cas ce sont des synonymes, va se poser la question de savoir comment se construit-elle, à travers quel type d'institution. Et là, on se heurte, ou en tout cas les gens qui veulent suivre le chemin tracé par Hayek, qui est à bien des égards un chemin extrêmement intéressant, se heurte à un moment donné à ce problème. Hayek ne peut pas penser la construction des institutions sans penser l'État. Alors, il commence par reconnaître le caractère positif et nécessaire de l'État. Ce sont ses ouvrages des années 40 et du début des années 50. Où, par exemple, il explique qu'il ne faut pas privatiser la poste, qu'il faut maintenir une sphère économique de l'État extrêmement importante. Et puis, il va basculer progressivement vers, je ne dirais pas le côté obscur de la force, mais disons vers le côté ultralibéral, et il va chercher à éviter toute mention de l'État. Comment le fait-il? Et il le fait au prix de deux coups de force. Le premier coup de force, ça va consister en une dépolitisation de l'action économique. Or, dire que l'action économique peut être dépolitisée, ça revient à dire qu'elle peut être entièrement gérée par des règles, par des normes. Donc il n'y a pas d'incertitude. Car comment une norme qui est prévue, qui est construite à partir de l'expérience passée, pourrait-elle traiter d'un événement radicalement incertain, radicalement nouveau? Et le deuxième coup de force, c'est qu'en réalité, il renvoie le mécanisme de création des normes à l'existence de métanormes qu'il suppose être collectives d'emblée et exister d'emblée en chacun de nous. Alors, il est facile d'y voir en réalité une refiguration de l'idée de Dieu. Même chose d'ailleurs chez Adam Smith. Quand vous regardez le paradigme de la main invisible, vous constatez, et ça a été très bien démontré par mon ancien collègue à l'école des hautes études, par M. Jean-Claude Perrault, que la main invisible tombe comme un cheveu sur la soupe dans le raisonnement d'Adam Smith. N'est nullement impliqué, il n'est nullement déduit du raisonnement précédent. Donc chaque fois on voit il y a bien une espèce de recours au religieux. Alors, que les gens soient ou ne soient pas religieux est une chose, je dirais, évidente. Nous pouvons croire en des choses différentes ou faire le choix de ne pas croire. Mais utiliser comme un argument de raison cet argument religieux, là, pose un véritable problème. Et c'est donc, d'une certaine manière, en réaction à cette espèce d'échec de Hayek, que j'ai commencé à
m'intéresser, à me réintéresser, en réalité, à la question de la souveraineté. Mais il y avait aussi des questions, je dirais, beaucoup plus pratiques. On sait que j'ai été impliqué dans de la décision économique, aussi dans de la décision politique. Et là, on voit que d'une certaine manière, la souveraineté est première. En particulier, lors de la crise de 1998 en Russie, et des événements qui l'ont suivi dans les semaines qui ont suivi, où on se rend compte immédiatement que Primakov, nommé Premier ministre, doit prendre des décisions, et il les prend d'une certaine manière en dehors de toute règle, parce qu'il est confronté à un événement inattendu, à un événement radicalement nouveau, qui impose de la décision politique. Et c'est donc à travers ce double cheminement que je me suis dit, il faut essayer de réconcilier ce domaine du droit et de la philosophie politique et ce domaine de l'économie, parce que, en réalité, dans nos vocabulaires qui sont différents, bien entendu, le vocabulaire de l'économiste n'est pas exactement le vocabulaire du juriste, qui lui-même n'est pas exactement le vocabulaire du spécialiste de l'histoire des idées ou de philosophie politique, mais nous parlons des mêmes choses. Nous parlons toujours de cette question de comment les individus forment-ils société? À travers quels principes? 2. Comment se prend la décision? Au nom de quoi? Et à travers quel type de médiation? Et ça m'a conduit à reprendre, évidemment, cette question de la souveraineté. Alors, cette question de la souveraineté, elle s'est posée aussi, de manière évidente, en France, autour du référendum de 2005 et de ses suites, et elle s'est reposée l'année dernière avec l'arrivée du gouvernement Tsipras en janvier dernier, donc en janvier 2015, et c'est ces 6 mois de bataille incessante avec les institutions européennes qui ont abouti effectivement à la défaite du gouvernement grec, mais qui ont surtout mis en évidence le caractère antinomique à la démocratie de cette idée de gouvernement par les règles. Cette idée de gouvernement par les règles qui cherche à évacuer le politique du gouvernement et qui fait d'ailleurs d'une certaine manière écho à cette notion de démocratie sans peuple, la démocratie sans démos, tous ces discours qui expliquent que finalement la démocratie, c'est l'état de droit. Bien sûr que l'état de droit est nécessaire, par ailleurs. Mais la démocratie est quand même quelque chose de très différent. Eh bien, se sont concentrés dans cette crise grecque. Le problème, c'est que tous les gens qui ont commencé à dire « Oui, mais voilà, vous reprochez à l'Union européenne de ne pas être démocratique. » Mais si elle est démocratique, elle respecte ses règles. Et donc, elle est nécessairement démocratique. Ne savez pas que cette position avait déjà fait l'objet d'une critique radicale. Alors, cette critique radicale, qui m'a ramené à mes années d'étudiant, c'est la critique de Carl Schmitt, qui n'est pas un auteur simple à manipuler, qui n'est pas un auteur aimable, si vous voulez, au sens où on a beaucoup de difficultés à dégager une empathie avec le personnage, mais qui dit des choses qui sont d'abord d'une redoutable efficacité critique et qui vous permettent de penser le problème essentiel
c'est-à-dire de la nécessaire distinction entre la légalité et la légitimité. Et qui montre que d'une certaine manière, la légitimité est toujours première à la légalité, car l'autorité légitime, confrontée à un événement imprévu, non prévisible, donc on est là, en termes économiques, dans l'incertain, non pas dans le probabiliste, mais dans l'incertain, eh bien il est obligé d'innover. Et cette innovation, cela peut être l'état d'exception qui est conçu, toujours par Carl Schmitt, comme un moyen de sauver le droit pour reconstruire le droit. Et il y a une formule qui date d'ailleurs d'avant l'égalité et légitimité, que vous trouvez dans Théologie politique, qui est extrêmement importante, c'est quand Carl Schmitt dit « est souverain » tout d'abord, qui décide de la notion d'urgence, autrement dit, qui dit que telle chose va nécessiter l'état d'urgence et pas nécessairement telle autre, mais qui dit aussi quels sont les principes qu'il faut sauver dans le cadre de cet état d'urgence. Et ça, c'est quelque chose que très souvent les gens oublient. C'est-à-dire que dans les débats que j'ai eus depuis 2 ans, beaucoup de gens ont dit « Ah oui, on connaît la formule de Carl Schmitt, est souverain celui qui décide dans l'état d'urgence. » Non, c'est pas ça, qui décide de l'état d'urgence. Donc déjà, il y avait là un premier point. Mais il y avait surtout un deuxième, parce qu'il ne voyait pas que l'autre point qui est essentiel pour Carl Schmitt, et c'est en cela qu'il est un penseur tout à fait précieux, c'est qu'il dit, mais il faut certes penser de l'état d'urgence, mais il faut aussi penser qu'est-ce que l'on sauve dans l'état d'urgence. Quels sont les principes de droit que l'on va sauver contre même leur matérialisation. Et donc il établit une distinction entre les principes et la forme prise à un moment donné par ces principes qui peut être violée par un dirigeant. Et donc ça ne peut se comprendre qu'à travers l'articulation entre la légalité et la légitimité. Alors, cette distinction, elle a une très longue histoire. Elle remonte évidemment à cette grande métaphore d'Antigone. On sait que le théâtre grec a une fonction éducative. Les grands auteurs du théâtre grec cherchaient d'une certaine manière à éduquer leur public, tout comme les grands auteurs du XIXe siècle cherchent à éduquer leurs lecteurs. On sait que Dickens, par exemple, quand il écrit non pas pour se faire plaisir, non pas pour faire plaisir aux gens, mais il écrit pour, d'une certaine manière, les faire progresser. Bon. Sophocle, dans l'histoire d'Antigone, construit en réalité une opposition, enfin ce qui nous semble être une opposition entre deux points de vue. Le point de vue de Créon, le point de vue d'Antigone, le point de vue du dirigeant qui dit, voilà, il y a ce qui est légal, et le point de vue d'Antigone qui dit, il y a ce qui est juste. Mais en réalité, le vrai sens de cette pièce, c'est un troisième personnage qui, comme par hasard, passe 8 fois sur 10 à la trappe dans les analyses qui sont faites. C'est le personnage de Hémon, qui est le fils de Créon, qui est l'amant d'Antigone, et qui, lui, cherche à s'adresser aux deux, et il leur dit, mais non, on ne peut pas construire un légal sans la justice. Mais il se tourne vers Antigone et lui dit, mais tu ne peux pas prétendre défendre l'idée de justice sans donner à cette justice un minimum de matérialisation. Il faut, d'une certaine manière, que ces deux concepts collaborent, soient réunis. Et, comme c'est une tragédie grecque, les deux personnages sont possédés
par cette espèce de folie qui est la marque justement des personnages tragiques, et ils ne veulent pas entendre ce que leur dit Aymon. Donc, ça a une très longue histoire dans notre culture. Évidemment, c'est une histoire qui va être reprise dans le droit romain, qui va être reprise par les premiers auteurs chrétiens qui sont complètement immergés dans cette culture gréco-latine. Et cela va nous donner les positions d'Augustin, de Saint-Augustin, sur la question de la tyrannie. Et là, on a des choses qui sont extrêmement importantes, car, d'une certaine manière, ça va fixer, construire notre imaginaire sur la question. Donc, légitimité, l'égalité, le fait de pouvoir agir, potestas, la légitimité, l'auctoritas. Cela veut dire aussi que tout cela renvoie à une notion qui est en surplomb, la notion de souveraineté. Et là, nous tombons sur un des plus grands auteurs de la philosophie politique et du droit, Jean Bodin, auteur d'ailleurs dont l'histoire est assez intéressante, tragique d'ailleurs par certains aspects, un légiste, mais qui au début veut être prêtre, qui, quand il décidera de basculer vers le droit, va en même temps s'intéresser beaucoup à la religion juive, lui qui est pourtant un catholique extrêmement fervent. Il va être employé par divers rois, en particulier par Henri III, et il est surtout connu par ce grand ouvrage, Les 6 livres de la République, qui, d'une certaine manière, explique que, 1, la souveraineté doit être absolue, que 2, la souveraineté se construit et s'affirme justement parce que les sociétés sont hétérogènes. Et là, si vous voulez, j'ai eu un débat amical, mais un petit peu vif, avec un de mes très bons amis, le sociologue Michel Vieux-Borca, qui est le président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, et qui me dit « Ah oui, mais la souveraineté, il te faut l'homogénéité de la société. » Je dis « Non, c'est le contraire. C'est justement parce que la société est hétérogène et qu'elle doit pouvoir construire ses biens communs qu'il y a le besoin de souveraineté. Le besoin de souveraineté vient de l'hétérogénéité et non pas de l'homogénéité. Si nous y vivions dans une société entièrement homogène, nous n'aurions pas besoin de ce concept de souveraineté. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel, et c'est un point où Jean Bodin a réellement marqué la pensée occidentale. Alors il faut savoir que Bodin, il est connu en France, mais il est encore mieux connu dans le monde anglo-saxon et dans le monde allemand. Et qu'en réalité, vous voyez que l'influence de Bodin, elle est beaucoup plus forte chez les penseurs britanniques, chez les penseurs américains ou chez les penseurs allemands. Et là, effectivement, vous voyez qu'eux ont bien compris. Mais il y a un autre Jean Bodin. Alors, ce Jean Bodin, il est intéressant. À un moment donné, on a dit « Ah, c'est pas vraiment de lui, ce livre. » Non, on en est à peu près sûr, c'est bien de lui. C'est un livre qu'il écrit et il se rend compte que le contenu de ce livre est tellement explosif qu'il dit à ses héritiers « Ne le publiez que 50 ans après ma mort. » Et de fait, il ne sera publié, alors 50 ans après sa mort, ça aurait fait vers 1640, etc. Il ne sera publié qu'en 1720 en Allemagne. Puis, traduit en allemand, il va revenir vers la France, où la première traduction en français, car Bodin écrit tous ses livres en latin, date
date de 1919, et c'est Chauviré qui va l'établir, et il n'établit en réalité qu'une traduction incomplète. Et donc il faudra attendre que l'on traduise ce livre à partir de la traduction en anglais pour que l'on ait aujourd'hui une édition complète. Ce livre, c'est le colloque des 7 savants, plus connu sous le nom de Heptaplomerès. De quoi s'agit-il ? Il s'agit essentiellement d'un banquet platonicien, où il y a 7 personnages qui représentent, grosso modo, toutes les religions qui sont concevables à l'époque de Bodin. Alors, chose intéressante, il n'y a pas de personnages qui représentent le point de vue de l'athéisme pur, mais on sait que il était excessivement difficile pour des gens à l'époque de Bodin de concevoir même la notion d'athéisme. C'est ce que Marc Bloch d'ailleurs a montré que sous la Renaissance, autour de Rabelais, on pouvait être très critique par rapport aux religions, on pouvait mettre toute une série de distances par rapport à la notion de Dieu, mais on gardait d'une certaine manière la notion de Dieu. L'athéisme réel réapparaît en fait au XVIIIe siècle. Bon. Donc on a ces 7. Point intéressant, ce ne sont pas des docteurs de la foi, ce ne sont pas des prêtres, ce sont tous des médecins. Pourquoi ? Parce que la Renaissance, cette fin de Renaissance, c'est le moment où la médecine fait un pas décisif vers le statut de science, où la pratique médicale se construit comme une réelle pratique scientifique. Ce sont les premières dissections. Hein ? D'ailleurs, les tableaux du XVIIe et du XVIIIe siècle vont représenter justement cette fameuse leçon d'anatomie. On est au début de cela. Et évidemment, ça frappe beaucoup quelqu'un comme Bodin qui se dit, mais voilà, on est passé de la médecine des humeurs à une médecine qui cherche justement à s'appuyer sur le réel pour comprendre comment fonctionne l'organisme humain. Donc, c'est un livre où tout est pesé de manière extrêmement précise. Donc, ces 7 médecins discutent de religion. Ils cherchent chacun à se convaincre. Et évidemment, chacun échoue. La leçon est évidente. Il ne peut pas y avoir de raison là où domine la foi. En fait, la foi n'est pas une affaire de raison. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Première chose, ils décident de ne plus parler en public de religion. Autrement dit, Bodin invente à la fois le renvoi de la religion vers la vie privée, mais surtout il invente la distinction entre vie publique et vie privée. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour l'existence d'une démocratie. Mais il y a plus. On pourrait penser que ces médecins, n'ayant pu se convaincre, quitteraient le château où ils sont et s'en retourneraient chacun vers leur communauté religieuse d'origine. Non. Ils décident, et c'est la fin du livre, qu'ils resteront ensemble pour œuvrer au bien commun. Autrement dit, dans l'esprit de Bodin, la vraie solution n'est pas le repli de chaque individu vers sa communauté d'origine, c'est le fait que les communautés acceptent de se mélanger. Et ça, c'est d'une force tout à fait extraordinaire. Alors, imaginez, il écrit l'Heptaplomerès dans les 15 années qui suivent, grosso modo, la Saint-Barthélemy. Il a lui-même assisté aux différentes tentatives de concile général qu'il y a eu dans le royaume de France, où on a cherché à faire dialoguer les protestants et les catholiques. Évidemment, ça n'a pas marché. Bon, donc, vous voyez, il pense en avance de son temps. Et
en un sens, on peut comprendre pourquoi il avait demandé à ses héritiers « Ne publiez pas mon livre immédiatement, attendez 50 ans après ma mort ». Il avait, je crois, conscience d'avoir pris une avance considérable sur l'esprit, en tout cas sur les mentalités de son temps. Mais ça nous apparaît immédiatement comme une contrepartie nécessaire de la notion de souveraineté qu'il avait construite auparavant. Si la souveraineté est justement rendue nécessaire par l'hétérogénéité des populations, alors l'hétérogénéité religieuse est encore plus importante, et donc il faut se donner les instruments pour penser cette hétérogénéité religieuse. Et on voit que, à ce moment-là, la laïcité, c'est comme cela qu'on va l'appeler, elle découle du principe de souveraineté. On voit bien, il y a la constatation de cette hétérogénéité indépassable des sociétés. Cette hétérogénéité implique, si on veut que les sociétés perdurent, la définition de bien commun. Mais cette définition de bien commun ne peut se construire qu'à travers la notion de souveraineté, sauf que pour qu'elle puisse se construire dans un débat réel, il faut que l'on retire de ce débat la question religieuse. Non pas que l'on devienne athée, bien entendu, la position de Bodin n'est pas celle-là. Il reste très profondément catholique. Et il dit, et il a cette phrase d'ailleurs, qu'on ne trouve pas dans l'État Plomerès, qu'on trouve déjà dans les civils de la République, il n'est pas nécessaire que le prince soit catholique, même s'il est souhaitable qu'il le soit. Autrement dit, oui, moi en tant que catholique, je souhaite évidemment que le roi soit catholique. Mais je conçois que cela ne constitue pas une nécessité politique. Et s'il y a un roi protestant, je le servirai aussi. Ça, si vous voulez, ça implique de penser immédiatement la question de la laïcité. Et donc, vous comprenez l'étalement de mon titre, souveraineté, démocratie, bien entendu, laïcité, bien entendu. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur cette question de l'état d'urgence et de l'état d'exception, car c'est une question qui est autonome, enfin, certes très liée à ces différentes notions, à ces différents concepts que j'ai expliqués, mais elle a aussi sa sphère d'autonomie, et c'est toujours la question de savoir jusqu'à quand un pouvoir est-il légitime dans l'état d'urgence, et à partir de quand sort-il de cette légitimité. C'est une question qui, par exemple, est posée en des termes avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais qui est posée de manière très nette, dans le travail qu'a fait Georges Agamben il y a quelques années, Homo Sacer, et lui il dit l'état d'urgence, l'état d'exception, c'est la fin du droit. Il n'y a plus de droit, il y a uniquement la réalité nue. Mais Schmitt dit quelque chose de très différent. Il dit non, le droit ne disparaît pas, parce que les principes du droit restent vrais. Bien sûr, dans l'état d'exception, on peut violer des lois, on peut agir contre des règles qui ont été fixées, mais on reste fidèle aux principes, et si on le fait, c'est justement pour permettre à ces principes de se rematérialiser sous d'autres formes. Autrement dit, l'état d'urgence n'a de sens que de manière limitée
pour permettre la reconstruction d'un cadre légal. Ce qui s'oppose de manière radicale à la notion d'un état d'urgence permanent. Et vous voyez bien le problème que nous vivons aujourd'hui. Quand, dans cette nuit tragique de novembre, du 13 au 14 novembre, François Hollande décide de mettre en œuvre la mécanique de l'état d'urgence. Il a incontestablement raison. Nous sommes bien confrontés à l'événement imprévu, à l'événement dramatique qui, d'une certaine manière, impose au gouvernement, impose aux souverains d'innover, de faire preuve d'imagination. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait complètement mesuré ce que ça signifiait, qu'il ait compris que ce faisant, il faisait un réel acte de souveraineté et qu'il reconstruisait, d'une certaine manière, la souveraineté de la France. Mais ça, c'est un autre problème. Par contre, quand Manuel Valls dit « Nous resterons dans l'état d'urgence jusqu'au moment où Daesh sera éradiqué », ça veut dire qu'il confond l'état d'urgence ou l'état d'exception avec l'état de guerre. L'état de guerre n'est pas l'état d'urgence. Ce n'est pas l'état d'exception. Il y a des formes de démocratie qui se maintiennent dans l'état de guerre. On le sait bien. Je suis allé relire le fameux discours de 1918 de Clémenceau, vous savez, quel est le programme de mon gouvernement, je fais la guerre, etc. Mais le début du discours est encore plus intéressant, car il dit, mais évidemment, il faut maintenir la démocratie. Oui, je poursuis des traîtres, etc. Mais ces traîtres, ils ont le droit de se défendre. Autrement dit, l'ensemble des procédures légales sont maintenues. Donc on voit bien, il peut y avoir la guerre, mais la guerre n'implique pas l'état d'exception. En tous les cas, elle ne l'implique pas de manière permanente. Et là, on voit que, justement parce qu'il y a cette espèce d'ignorance de ces concepts, et je pense que c'est plus de l'ignorance que de la malignité, j'ai bien peur que nos dirigeants soient très ignorants de ces choses, nous courons le risque aujourd'hui, en rentrant dans cette espèce d'état d'exception ou d'état d'urgence de longue durée, d'entrer en réalité dans la tyrannie. Donc ça, c'est un véritable problème. Alors, cet état d'urgence, cet état d'exception, il faut le penser toujours en relation à ce que l'on veut construire. L'état d'exception ou l'état d'urgence prend acte qu'il s'est passé quelque chose qui, d'une certaine manière, a détruit le fonctionnement normal des institutions. Donc, il faut agir. Mais il faut agir pour reconstruire un certain type d'institution. Et c'est toujours ça, le problème. Historiquement, les Romains l'avaient bien établi, si vous voulez. Le dictateur, qui n'est pas le dictateur au sens vulgaire du terme. Le dictateur romain est une figure de la République. C'est une figure de l'ordre démocratique, en réalité. Le dictateur est désigné par les deux consuls, eux-mêmes représentants des institutions démocratiques, pour une période limitée, afin de faire face à une crise limitée et de rétablir les conditions du bon fonctionnement de la République. Quand Fabius Cunctator est désigné comme dictateur, après le désastre de Cannes, il l'est parce que c'est la panique à Rome, parce que les Romains se précipitent sur le forum en criant Hannibal est aux portes, Hannibal ad portam, bon, mais
une fois qu'il a rétabli l'armée, il abandonne son poste. Et puis il y a évidemment l'autre exemple, et c'est l'exemple qui a surtout frappé un homme noir, c'est l'exemple de Sylla, qui lui va transformer la dictature d'un moment particulier en un système de pouvoir général, et qui va donner effectivement le sens vulgaire à la dictature. Mais on voit que ce sont des problèmes qui ont été pensés. Et donc, il faut penser aujourd'hui cette notion de dictature et d'état d'urgence, non seulement par rapport au terrorisme, mais par rapport à de possibles catastrophes économiques, crises financières, qui peuvent amener les pouvoirs, ou qui peuvent amener les gouvernants, à sortir des cadres légaux pour pouvoir rétablir les conditions de leur bon fonctionnement ultérieur. Et donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu ce que j'ai essayé sur la fin de mon livre de montrer, ou en tous les cas d'argumenter. Dernier point, j'ai voulu aussi, dans ce livre, reconstruire ce que j'appelle l'ordre démocratique, et, si vous voulez, c'est une notion qui est construite contre la notion d'ordre spontané et la notion d'ordre marchand qui ont été développées par Hayek. Je pense qu'on ne peut lutter effectivement contre des concepts, contre des représentations, que par d'autres représentations. Un concept n'est réellement détruit que par un autre concept. Et donc, j'ai essayé de penser qu'est-ce que pourraient être les principes, justement, de cet ordre démocratique. Et la notion d'état d'urgence apparaît alors, ou la notion d'état d'exception, apparaît alors comme l'un des moyens de garantir l'existence de cet ordre démocratique. Donc voilà, c'était un petit peu cela mon idée quand je me suis attelé à ce livre. Bien sûr, j'ai été amené à réagir à des événements qui ont eu lieu, et des événements dramatiques qui ont eu lieu, que ce soit les attentats de janvier 2015, ou que ce soit les attentats de novembre 2015, où il y a quelques références qui sont faites dessus. Je pense que le message, s'il y en a un, qu'il nous faut écouter, c'est le message qui vient de cette tradition française, qui est très ancienne, et qui a produit justement toute une série de concepts, mais qui a aussi produit des solutions politiques dont, bien sûr, que nous ne pouvons pas reprendre en tant que telles aujourd'hui, mais qui peuvent nous servir d'inspiration par rapport aux formules politiques qu'il nous faudra imaginer en innovant dans une situation de crise particulière. Et de ce point de vue-là, on retrouve une idée qui était très importante chez Max Weber. Vous savez que Max Weber a beaucoup réfléchi aussi sur la relation entre le politique, l'économique, les formes de gouvernement, et d'une certaine manière, Carl Schmitt est un élève de Weber. D'ailleurs, il l'a été matériellement, si vous voulez, mais il est très intellectuellement, il est très marqué. Et d'ailleurs, les États dont il parle sont toujours des États avec une forte administration, parce qu'il dit, voilà, il n'est plus possible aujourd'hui de faire fonctionner un État sans une administration. C'est le principe de la division du travail, en réalité, qu'il reconnaît et qu'il incorpore dans son discours. On voit là qu'il y a à l'évidence un problème important sur la tendance immanente justement de cette bureaucratie fonctionnelle qui est nécessaire
dites-vous bien que un État sans bureaucratie ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui. Nous avons besoin du principe de la légitimité bureaucratique. Mais il faut savoir en même temps que cette bureaucratie a, de manière spontanée, tendance toujours à vouloir empiéter et empiéter de plus en plus sur la question du politique. Et face à cela, Weber et Carl Schmitt à sa suite disent il faut réintroduire de l'ordre charismatique dans le système politique. Et c'est, d'une certaine manière, justement en trouvant une forme d'équilibre entre le développement de cette bureaucratie et le développement de ce pouvoir charismatique que peut se construire un système qui soit, moi je l'appellerais démocratique, mais qui soit un système qui puisse ne pas soit basculer complètement vers un système sans légitimité et purement de l'égalité. C'est la critique que fait justement Carl Schmitt sur les démocraties parlementaires, soit vers un système où la bureaucratie dévore tout, un pouvoir qui serait purement technocratique, ce qui était aussi, bien entendu, la grande crainte de Max Weber. Voilà, je vous remercie. Merci Jacques. Le débat est ouvert, comme d'habitude. C'est Raoul qui préside, l'anime. Je vais passer la parole. Allez, Christian, je regarde. Christian, Denis, monsieur. Christian, vas-y. Oui, à propos de l'état de droit en Europe, on a vu dans la crise grecque que malgré tous les intérêts, ça fait bien infléchir le droit que c'était nécessaire. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler, c'est à propos de Sophocle et de Bodin. Dans Antigone, on a l'habitude de considérer Créon comme étant l'État et Antigone comme étant la conscience. Or, en fait, c'est effectivement probablement en partie le sens du temps de Sophocle, mais ce mythe est beaucoup plus ancien. Et dans ce mythe plus ancien, il y a une autre signification. D'abord parce que toute cette affaire se noue lorsque deux frères s'entretuent et font même appel à l'étranger pour s'entretuer. Donc il y a dans le fond la guerre civile. Et bien sûr, Aymon est un personnage important, mais il a un grand frère dans la légende, et ce grand frère se jette ou est jeté du haut de la cité parce qu'un oracle ou sa conscience lui a dit qu'il fallait une victime pour tenter de mettre fin à la violence. Et finalement, ça se termine très mal, puisque Aymon et Antigone deviennent à leur tour des victimes. Mais si Créon veut imposer sa règle, c'est pas parce que c'est un tyran, du tout. C'est parce que c'est un homme politique tout à fait conscient de la nécessité de construire la cité. Et Antigone, elle, c'est une inconsciente, parce qu'elle dit qu'elle veut maintenir la loi des familles. Or, la construction de la cité est fondée sur l'abandon du droit des familles. Et historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé dans les cités en Grèce, en Italie, et maintenant qu'on connaît un peu l'archéologie de la Gaule, il semble bien que ça se soit passé comme ça aussi ici, c'est-à-dire qu'à une époque, les grandes familles ont mis ensemble, dans un temple public, les talismans extrêmement efficaces, puisqu'ils avaient permis d'écraser les machins au bord du lac, ces salauds-là. Bon, mais ils ont mis ensemble leurs talismans pour que ça profite à toute la cité. Et quand on fondait une cité, les gens jetaient une pelletée de terre natale en disant « Où est la terre de mes ancêtres? Là est ma patrie », et on mettait ensemble les choses. Donc il y a tout ça. Naturellement, c'est aussi ce que dit Bodin. Alors, bon, dans le mythe dans Créon et Antigone, il y a tout un arrière-plan historique qui est sur la nécessité d'abandonner le droit des familles pour pouvoir construire l'ordre politique. Et ça, c'est quelque chose qui échappe totalement aux commentaires pour les élèves de la classe de 3e. Hein, ça on ne le voit jamais. Bon.
Bodin, c'est aussi la même chose. Et il y a un troisième Bodin dont vous n'avez pas parlé, qui est l'auteur du Marteau des sorcières. Oui, bien sûr. Et donc c'est quand même très Bodin frappant jeune. de voir que cet homme est à la fois partisan de la paix civile, mais croit dur comme fer au diable et à leurs suppôts. Et il n'hésite pas à faire des victimes. Là aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est quand même tout à fait étonnant. Et alors, pour le dictateur, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tous les magistrats romains devaient être élus ou nommés de jour. Et le dictateur devait être nommé de nuit. Donc, c'est très frappant. Et enfin, pour finir sur une triste actualité, bon, là, je vais me faire assaisonner, mais bon, c'est pas grave. Je vois où tu vas aller. Il y a une différence entre les exécutants des attentats et leurs commanditaires, et il y a une véritable volonté de la part de gens qui tirent la ficelle, et dont nous ne connaissons pas les noms, d'instaurer, à l'occasion d'une grande crise en Europe, un système, trouvons l'adjectif, coercitif, supprimant toutes les souverainetés nationales et instaurant en Europe un État, et un État qui n'est pas fondé sur la démocratie ni sur la liberté. Bon, alors, ce que vous dites sur le mythe d'Antigone, alors il faut bien savoir, il y a le mythe, il y a la pièce, donc il y a deux choses qui sont un petit peu différentes. Oui, c'est très vrai, simplement, Sophocle, malgré tout, il fait plutôt référence moins à la religion des familles qu'à la religion générale. Bon. Par contre, ce qui est vrai, c'est que d'un point de vue historique, effectivement, c'est bien dans l'abandon de ce que moi j'appellerais des valeurs au profit de principes. Autrement dit, les valeurs, on les conserve, ce sont les valeurs qui peuvent être personnelles ou qui peuvent être partagées par un petit groupe de gens, mais on reconnaît que ce ne sont pas sur ces valeurs que l'on pourra fonder quelque chose, c'est au contraire sur des principes, et ça, c'est effectivement le début des civilisations constituées. Bon, sur votre thèse finale, j'ai toujours une très grande méfiance parce que, ayant été amené à travailler pour le gouvernement français et pour le ministère de la Défense pendant pratiquement 20 ans, je peux vous dire qu'il y a pratiquement jamais une capacité si vous voulez, de ce type qui existe dans un seul pays. Alors encore plus entre différents. Cette idée que oui, il y aurait une espèce de une vision construite de on va vers ça, etc. Vous savez, même aux États-Unis, les divergences d'opinion au sein même des appareils d'État sont extrêmement importantes. Alors que par ailleurs, il y ait des gens qui puissent penser que pourront se servir de tel et tel événement pour tenter de faire avancer leurs idées. Oui, mais ça c'est vrai de tout politique. Tout politique mais d'une certaine manière, il utilise quelque chose, il ne le crée pas. Il utilise quelque chose, il ne le crée pas, et je crois que Daesh, de manière très prosaïque, c'est un mélange. Il y a Daesh et il y a le terrorisme. Daesh, c'est un mélange entre des gens qui sont des anciens de chez Saddam Hussein et qui ont décidé de rendre la vie la plus impossible aux Américains à un moment donné, et d'un autre côté, de gens qui sont partis dans une lecture littérale du Coran parce qu'ils se sont pris en pleine figure le choc de la modernité. Et ce choc de... Bon, alors donc ça, bon. Après, sur la question des terroristes individuels, je crois qu'il y a, en fait, pour certains, ce choc de la modernité, pour d'autres, un immense narcissisme. Pour des troisièmes, une revendication politique qui aujourd'hui ne peut s'exprimer que de manière
religieuse. Voilà, et vous savez, il y a d'une certaine manière autant de profils, enfin, peut-être pas autant de profils de terroristes qu'il n'y a de terroristes, mais disons, il y a au moins 3 ou 4 profils assez bien construits là-dessus. Donc, je ne crois pas du tout en une espèce de manipulation. Par contre, je crois, mais ça c'est le propre de la politique et le propre du politique, que chaque homme ou chaque femme politique va chercher à un moment donné à utiliser un événement qu'il n'a pas prévu, qui survient, dont il voit tout l'intérêt qu'il peut avoir, et il va essayer de l'instrumentaliser. Ça marche ou ça marche pas, ça c'est très différent. Bon, mais moi j'ai mon expérience de conseiller stratégique et donc de personnes ayant pas mal circulé entre la France, la Russie et les États-Unis, me fait surtout penser qu'il y a une grande confusion dans l'ensemble de nos dirigeants. Et que cette confusion, elle est finalement très générale. Oui, à propos de l'hétérogénéité et laïcité. Vous avez fait un discours très intéressant, je vous suis tout à fait sur Jean Gaudin, lequel a été marqué par les guerres de religion. Pour l'essentiel, c'était catholique contre protestant. Ces gens-là s'étripaient, bien entendu, mais il y a pire, à mon avis, que cet étripage qui garde quelque part des notions communes. Or, nous sommes aujourd'hui confrontés à un degré supérieur d'hétérogénéité, et il se diffie via l'islam, et d'une grande partie des musulmans, de l'Arabie Saoudite, pas seulement Daesh, mais et en réfléchissant à ça, je me dis que la possibilité de construire quelque chose de commun repose sur l'acceptation de 3 propositions. La première, elle remonte à l'Antiquité, c'est la fameuse phrase de Jésus disant « Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Je n'insiste pas sur les conséquences. La deuxième proposition, elle n'est pas d'origine religieuse, c'est celle que l'on voit sur le tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Parce que confondre la chose et la représentation des choses, ça c'est très grave. On se demande même comment il peut y avoir une activité intellectuelle quelconque quand on en est là. Confondre le signifiant et le référent, c'est complètement fou. Alors, la troisième, je reviens encore à la religion, et on peut comprendre qu'on soit religieux ou pas, athée, etc. C'est la parole de saint Paul qui dit, dans la seconde épître aux Corinthiens, la lettre tue et l'esprit vivifie. Là, il y a un gros problème avec l'islam, et qui a besoin d'un giornamento, me semble-t-il, face au choc de la modernité. Ces 3 principes-là, on les accepte ou on les accepte pas. Si on les accepte pas, ou on se demande comment on peut faire société avec des gens qui sont dans cet état mental. Je veux dire chaud brutalement, mais si vous voulez, aujourd'hui, l'islam en général, il a admis d'une certaine manière le fait qu'il y a des représentations, que ces représentations peuvent être discutées. Et on le voit très bien, par exemple, en Russie. En Russie, où je vais 4 à 5 fois par an, vous devez avoir 20 à 24 millions de musulmans. C'est quand même pour un pays de 240 millions. Hein. C'est comme si nous, on en avait, à peu de choses près, 10 millions. Hein. Voilà. Ça ne pose pas de problème, si vous voulez. Ils savent très bien que ils croient en une représentation et que cette représentation n'est pas la réalité. Maintenant, ce qu'il faut interroger, c'est pourquoi un discours qui,
départ, était un discours tenu uniquement dans un cadre mystique, si vous voulez, parce que le salafisme, il commence à se développer, en fait, dès le 18e. Dès le 18e, début du 19e, etc. C'est au départ une pensée mystique qui se construit justement en réaction avec les principautés, les États, comme l'Empire ottoman, etc. Pourquoi a-t-il cette capacité d'attraction qui le fait sortir de ce groupe de quelques dizaines de gens et qui lui permet de contaminer 3-4% de la communauté musulmane? Car c'est ça, en réalité. Mais ces 3 ou 4%, ça représente énormément de monde, en réalité. Donc là, il y a un vrai problème. On voit, par exemple, que dans le rapport à des rites, que ce soit des rites alimentaires, que ce soit des rites vestimentaires, que ce soit des rites concernant la mixité sociale. On voit qu'il y a aujourd'hui le développement d'un discours qui nous dit en réalité, peu importe que je crois réellement dans ce qui fonde ces rites, mais je veux que ces rites soient respectés. Après, c'est le cas classique, c'est la femme musulmane complètement enturbanée qui utilise un téléphone portable. Donc vous dites, il y a un petit choc de modernité. Bien. Alors, je pense que ça, c'est aussi une réaction, et une réaction régressive, mais une réaction à la situation dans laquelle ces gens sont. Et si vous voulez, pour une partie, il faut le dire, c'est quand même que, si vous voulez, les terroristes de l'année dernière nous en apprennent plus sur la société française qu'ils nous en apprennent en réalité sur l'islam. Ce sont des jeunes auxquels un enseignement leur dit « Ah, mais vous savez, mais vous venez de sociétés qui ont été très développées, etc. » C'est ça quand même ce qu'on raconte dans les écoles françaises ou belges. On leur dit, ben voilà, oui, la société musulmane, elle a été très développée, bon, etc. Et qu'est-ce qu'ils voient à la télévision? Ils voient l'espèce de décomposition de cette civilisation dite musulmane. Et ils se disent, comment a-t-on pu être aussi glorieux dans le passé, et peut-on être aussi misérable aujourd'hui? Et c'est un phénomène qui se joue uniquement dans le rapport entre le passé et le présent. Je suis persuadé que ça n'a rien à voir avec la question des conditions de vie actuelles de ces personnes. Mais ce problème, ce choc d'articulation entre le passé et le présent engendre justement cette espèce de réaction régressive. Et alors, dans cette réaction régressive, comme toujours, on veut chercher que l'on est plus pur, plus conscient, plus convaincu qu'un autre. Et c'est pour cela que l'on est parti dans une spirale allant toujours plus loin dans le respect des règles, etc. Bon. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que ce phénomène chez les musulmans, on l'a connu chez les juifs il y a grosso modo une quarantaine d'années. Et au 19e siècle. Au 19e siècle, mais surtout, si vous voulez, depuis une quarantaine d'années, le développement des sectes Loubavitch, et
sont complètement dans le rite. Bon, heureusement, eux... Ils associent des personnes. Bon, oui, d'accord. Mais... Il y a des cas différents. Bon, oui, mais si vous voulez, d'une certaine manière, ça c'est un accident historique. Ils n'ont pas été en mesure de le faire. Bon. Mais vous vous rendez bien compte qu'il y a le même type de névrose chez des gens qui sont justement dans cette logique des Lubavitch que des gens qui sont chez les salafistes. Le problème, c'est que ce phénomène du salafisme vient se coller sur quelque chose qui est un produit purement historique, Daesh, d'abord Al-Qaïda, puis Daesh, et qui sont là, en tous les cas pour Daesh, le produit de l'intervention américaine au Moyen-Orient. Si vous voulez, on sait très bien aujourd'hui que dans les cadres de Daesh, vous avez deux courants, en fait. Vous avez les anciens officiers de chez Saddam Hussein qui disent « Bon, on a été battus, mais on va faire tout pour prendre notre revanche et on rejoint Daesh. » Et il y a d'un autre côté des gens qui sont plus sur le côté religieux, mais qui, par ailleurs, il faut le savoir, les principaux penseurs de Daesh ont vécu aux États-Unis. Et ce sont des musulmans qui ont été choqués, mais réellement, si vous voulez, par ce qu'ils appellent la promiscuité dans la société américaine. Alors, ils auraient pu très bien ne donner que des groupes de mystiques qui disent, voilà, bon, on va vivre comme au temps du prophète, et ça n'aurait pas été dangereux. Il se fait que c'est dans une période politique très particulière que ces gens sont revenus au Moyen-Orient et qu'ils ont donné Daesh. Bon, mais là, si vous voulez, c'est un problème qui me semble relever beaucoup plus de la conjoncture en termes d'explication que de la structure. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faille faire le moindre compromis par rapport à ce discours. Le fait de comprendre comment il est produit n'implique pas la moindre compromission par rapport à ce discours. Et là, il faut leur dire, mais écoutez, si vous voulez vivre en France, en Belgique, en Allemagne, bon, il y a des règles. Donc, ou vous vous y pliez, ou il va vous arriver des ennuis. C'est, à peu de choses près, aussi simple que ça. Le problème, c'est que il y a une autre explication, disons, il y a une autre histoire qui cherche à se construire et qui dit « Ah oui, mais ces gens, ils se développent parce que nous les opprimons, nous continuons de les opprimer, etc. » Et je n'en crois pas un mot, si vous voulez. Voilà, si vous voulez, c'est ça le problème. Bon, et le problème, je dirais, il se pose beaucoup plus par rapport au discours que nous tenons, nous, sur nos propres sociétés. Il y a deux questions. Monsieur, et toi après, et madame après. Mais essayez d'être bref, parce que voilà. Et Christophe après. Trois points. Le premier, je reviens sur ce que vous disiez, que vous vous intéressez sur l'hétérogénéité. On peut aussi déplacer philosophiquement la question pour la faire évoluer de Bonin à Hobbes. Et là, on a quand même un paradigme très important. L'hétérogénéité, c'est l'individu, et l'État bien unifié par le Léviathan. On dit l'un renvoie à l'autre. On y a une opposition. Il y a une corrélation entre ce qui d'ailleurs avec votre thèse, par rapport à celle de Diaporca, il n'y a pas d'homogénéité, mais constitution d'une unité à partir d'une hétérogénéité. C'est philosophiquement tout à fait différent. Et Hobbes, effectivement, là, est un auteur, à mon avis, capital dans cette route qui nous conduit sur la souveraineté, et l'idée même d'un monde commun. Parce qu'il n'y a pas de monde commun sans effectivement cet assemblage, en quelque sorte, que l'État, enfin, État et souveraineté, en corrélatif, permet de constituer. Donc c'est un premier point. Le deuxième,
Alors, et ça rejoint directement votre ouvrage, d'ailleurs, souveraineté, démocratie, laïcité. Dans l'explication que vous avez apportée, je dirais qu'il y a un concept, me semble-t-il, qui est clé, c'est celui de médiation. Qu'est-ce qui se passe au moment Bodin, si ce n'est, et après autre leader, si ce n'est une crise de la médiation de l'Église, pour ne pas dire des Églises, voire d'ailleurs des Églises, je dirais même des Églises pour Bodin, parce qu'au fond, même s'il est catholique, c'est l'idée même d'une structuration du social surdéterminée par du religieux. Donc, il faut inventer notre médiation. Donc ça, je pense, mais je vous pose comme la question, est-ce qu'on n'est pas en fait devant une configuration où l'État, et donc se fait lui-même médiation, alors il s'approprie un schème religieux, pour ne pas dire, je dis très clairement, théologico-politique finalement. Ça c'est l'autre point. En ajoutant aussi celui-ci, vous n'avez pas parlé de la nation. Et il me semble que dans cette... c'est même quaternaire, c'est une trilogie. Et je dirais que la nation précède la démocratie. Donc dans la constitution de cet être commun, il y a une dialectique État-nation avant de considérer une dialectique État-nation et démocratie. Et qui nous traverse, à mon avis, considérablement aujourd'hui, et peut-être même d'ailleurs une des clés pour saisir aussi ce qui se passe avec les attentats dont nous avons été l'objet, je dirais du vide sidéral dans lequel nous sommes aussi dans nos sociétés. Est-ce qu'elles sont capables de créer une sorte de généralité, en quelque sorte, de les transcendre, et la nation était quand même, on apportait la substance. Alors, ça me conduit au troisième et dernier point qui est le plus délicat. Vous avez beaucoup fait référence à Schmitt, moi-même j'ai beaucoup écrit sur Schmitt aussi, donc je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Hollande, au fond, schmittien, on pourrait dire, c'est moi qui parle, mais disons schmittien par l'état d'urgence comme pas d'exception, je crois que le président normal s'est considérant transformé. Et c'est intéressant. On l'a vu avec le Mali déjà pour commencer. Comment il a été capable, en effet, de se révéler d'être un homme d'État qui déclare la guerre contre le groupe à l'étranger. On était déjà un peu dans cette configuration-là, finalement. Et c'est quand même très surprenant d'avoir qu'une culture politique comme la sienne, et la culture politique classique, qu'elle soit au centre droit ou au centre gauche, soit capable de produire effectivement une décision exceptionnelle, et d'avoir finalement, sans le savoir, enfin lui-même ne le sait pas, il ne l'a jamais lu d'ailleurs, un président schmittien, c'est quand même intéressant, un président schmittien de centre-gauche, au porteur d'un corpus doctrinal qui généralement est toujours situé à l'extrême droite. C'est pas très intéressant, et on l'a vu d'ailleurs le discours du 16 novembre, ensuite, rien, puisqu'il a repris son idée qui sont très très éloignées du champ politique dans lequel il se situe. Donc on est vraiment devant des paradoxes absolument fascinants. Alors, il y a la comparaison que vous soulevez avec Valls. Effectivement, je crois qu'il y a le risque d'une confusion, comme vous dites, entre l'état d'exception et l'état d'urgence, on peut lier les deux. Et puis ce que dit Valls sur la question de la guerre. Et pourtant, je dirais aussi en même temps que Valls, lui aussi, sans le savoir évidemment, parce qu'il n'a pas beaucoup de culture politique, philosophico-politique, c'est l'évidence même, mais il a un inconscient schmittien, ce monsieur, sans c'est marqué, Hollande ne l'a pas. Hollande, c'est par nécessité, nécessité fait loi. Oui, absolument. Et il est capable de réagir et de transformer, c'est l'article 48 de la règle de Weimar, que Schmitt interprète dans le sens que vous savez. Mais Valls, lui, c'est plus intrinsèque à cette personne. Mais il introduit, derrière la question de l'état de guerre, il a comme une catégorie souvent qu'il utilise, c'est de l'ennemi. Il y a un ennemi dans ce à l'intérieur. Et là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait schmittien. Alors, le président de la République, c'est un peu la question que je vous pose, le président de la République, sont-ils aussi parallèles l'un à l'autre? Peut-être, je n'en suis pas complètement sûr, je n'ai pas dit d'arrêter là-dessus, à ce sens que peut-on, et si on relit le texte de vous faisiez allusion à la théologie politique 1 de Schmitt, c'est donc de 22, on ne peut pas dissocier complètement, voire même pas du tout, la question de l'état d'exception, la décision dans effectivement la situation exceptionnelle, c'est le UBA allemand qui va traduire, non pas mais sûr, c'est ce qui est différent, de fait, il y a une petite subtilité germanique qu'il faut bien intégrer, mais par rapport à une situation où il y a de l'inimitié. C'est-à-dire que l'État, la nation, la société est en danger. Alors, bien sûr, Schmitt va nazifier tout cela en disant bon, l'ennemi, c'est les juifs, ensuite on peut faire n'importe qui un ennemi. Mais il n'empêche que on a un chef d'État, un chef de
gouvernement qui sont dans une logique schmittienne sans le savoir et qui se corrèlent entre la question de l'état d'exception et la désignation de l'État. Enfin, par exemple, là je vais là-dessus, mais alors, plus largement, je crois qu'au-delà de ces deux chefs d'État, ministres actuels, ça pose la question qu'on a vue d'ailleurs aux États-Unis à partir de 2001, bien sûr, on l'a vu avec Guantanamo, et puis on faisait référence à la grande peine qui était beaucoup intervenue là-dessus, sur la question de l'état d'exception. Curieusement, nos démocraties libérales éprouvent le besoin, finalement, elles qui aiment le légal, qui sont plutôt positivistes, kelseniennes. Oui, tout à fait. C'est le débat Schmitt-Kelsen qui a changé en 2015. Eh bien, il y a une espèce de pulsion interne qui se révèle, qui se dégoûte. On a besoin, et on le voit bien dans le débat qui va se dérouler là, sur la question de l'état d'urgence, la question de déchéance de nationalité, de retrouver un droit qui serait presque métajuridique, enfin quelque chose qui ne peut pas s'enfermer dans du légal. C'est extrêmement intéressant. Que se passe-t-il dans nos sociétés actuellement? Enfin, quel manque, quel vide cela révèle-t-il en termes de fonctionnement démocratique quand on a fait toute la généalogie de l'assomption de l'État démocratique, comme vous le faites dans votre livre? Enfin, c'est ce type de questions que je voudrais profiter de soulever par exemple. Bon, merci. Non, honnêtement, hein, si vous voulez, ça me donne plein d'idées. Bon, je vais vous répondre peut-être sans rentrer dans toutes les idées que vous me suggérez. Mais d'abord, oui, évidemment, il y a un personnage dont je n'ai pas parlé dans mon livre, parce que je me suis dit, si je commence à le citer, je vais être, alors là, complètement déporté sur de l'histoire des idées et de la philosophie politique, et je ne pourrai plus tenir mon argument. C'est Hobbes, oui, bien sûr, le Léviathan. Alors vous avez tout à fait raison. Et effectivement, d'une certaine manière, il y a une espèce de dialogue par personne interposée, par commentateur interposé entre Baudin et Hobbes. Ça me semble évident. Après, sur la crise de médiation, alors je pense que cette crise de médiation, elle remonte beaucoup plus loin. C'est la question qui se pose au moment de la crise finale de l'Empire romain, si vous voulez. L'idée initiale, c'était que la médiation devait être la structure politique de l'Empire romain, mais qui faisait allégeance à l'Église catholique. Et puis, l'Empire romain meurt pour 36 000 raisons, en partie parce qu'il est dans un état de surextension totale. Bon. Et l'Église catholique, à l'époque, se présente comme la médiation qui va remplacer la médiation politique. Mais, ce faisant, une partie de ces penseurs savent très bien qu'ils font soit un coup de force, soit ils font nécessité fait loi, mais que ce n'est pas la règle normale. Et très vite, en fait, dès Philippe Auguste, dans le cas de la France, mais c'est aussi vrai dans toute une série d'autres royaumes, il y a la tentative de l'État de se reconstruire. Et le point important, c'est que là, ce que l'on voit, c'est que il y a une espèce de processus historique, alors de lutte à la fois contre les micro-féodalités et contre le pouvoir temporel de l'Église. Donc, de Philippe Auguste, premier roi qui est déclaré empereur en son royaume, autrement dit, il a réellement l'imperium pour son royaume, jusqu'à Philippe le Bel, et à partir de là, on voit que se produit quelque chose en France dont les contemporains n'ont pas réellement conscience, mais qu'ils vivent, c'est la séparation définitive entre le droit privé et le droit public. La question de la succession du roi
sort de la logique de droit privé et rentre dans le droit public. C'est Jeanne d'Arc. Grosso modo, c'est le début de la guerre de 100 ans, si vous voulez. Mes collègues anglo-saxons ont cette magnifique formule. Ils disent, oui, la guerre de 100 ans, c'est une mauvaise histoire d'héritage qui a été aggravée par des avocats véreux. Bon. Bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Mais ça veut dire que eux, enfin, dans cette formule, ils disent que oui, bon, on restait dans une logique de droit privé. Mais en réalité, ce que disent les grands féodaux du royaume de France, quand ils choisissent en réalité un autre roi, c'est dire non. Là, on n'est plus dans le domaine. Et donc c'est important, ça veut dire que le royaume n'est pas la propriété du roi. Bon, donc ça, si vous voulez, c'est un point absolument central dans la naissance de la nation, dans la constitution de la nation, et c'est pour ça que le personnage de Jeanne d'Arc est d'une telle importance. Mais c'est reconnu maintenant pratiquement par tout le monde. Politiquement, c'est un coup de génie. Ah, si vous voulez, moi j'étais très frappé, je connaissais un petit peu le bonhomme, on n'était pas dans la même organisation, mais on avait discuté, on avait débattu très souvent ensemble. Les textes que Daniel Ben Saïd a écrits sur Jeanne d'Arc montrent qu'il avait compris ça aussi. Il montre qu'il avait compris l'histoire de cette naissance de la nation. Et à travers là, Bodin, en fait, ne fait que signer l'arrêt de mort de la tentative de construire l'Église comme médiation, et dire non, maintenant on revient aux fondamentaux, l'État. L'État, la nation. Là, c'est de manière... Alors, ça m'amène la troisième question. Oui, vous avez tout à fait raison. François Hollande a déjà agi de manière assez surprenante fin 2012, début 2013, même si moi, ce qu'on m'a dit au ministère de la Défense, il a moins agi qu'il n'a réagi. Grosso modo, le chef d'état-major et les responsables du renseignement ont demandé à le voir et lui ont expliqué que si la France n'intervenait pas, dans moins d'une semaine, les gens de Tombouctou arriveraient à Bamako. Et là, il dit non, ça c'est pas possible. Donc il faut faire quelque chose. Et le chef d'état-major avait dans son carton un plan d'intervention. Et il l'a fait avaliser par François Hollande. Donc on voit bien là, il a été, à mon avis, plus réactif qu'actif, même si il a pris quand même la décision, il faut le dire. Enfin, il n'aurait pas pris la décision, ça ne se serait pas fait. Hein. Donc il a fallu qu'il prenne la décision. Ça, c'est le premier point. Il y en a un qui a très bien compris ça et qui a voulu que cette intervention soit soutenue par l'Union européenne. C'est Daniel Cohn-Bendit. Et ça, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, Daniel Cohn-Bendit, c'est un fédéraliste européen, bon, etc. Mais là, il a dit, c'était en janvier 2013. Alors, je sais parce que j'ai vu, j'étais à l'hôpital et j'avais France 24, si vous voulez, en boucle dans ma chambre d'hôpital. Et il y a cette réunion du Parlement européen où il dit, mais enfin, mais c'est pas possible. Vous êtes en train de laisser la France aller au combat et je trouve absolument scandaleux que vous ne la souteniez pas. Donc, lui, il a compris ce que ça signifiait et ce que ça représentait. Il est loin d'être con. Je préfère vous dire, et c'est quelqu'un qui pourtant est intéressant. Alors, après, on voit que il y a un vrai problème, d'abord dans le refus de prendre la décision en janvier 2015. Parce que, bien sûr, il y a la décision du Mali, janvier 2013. Bien sûr, il y a la décision de novembre 2015. Mais entre les deux, il y a un point important, c'est un refus de décision, c'est celui de janvier 2015. Et là, Hollande dit non.
c'est un cas exceptionnel, ça ne se reproduira plus. Et d'ailleurs, le discours qui est tenu, c'est pas d'amalgame, etc. Bon. Et là, on est plutôt dans la logique de l'émotion et non pas dans la logique de l'action. La différence entre janvier 2015 et novembre 2015, elle est double. D'une part, il y a la compréhension qui commence à percoler dans les sphères du pouvoir du fait que, les attentats de janvier 2015 ne sont pas un accident. Parce qu'il y a toute une série d'incidents graves, le Thalys, etc. Et puis, il y a la compréhension aussi que la société française est en train de pivoter. Et je suis persuadé que si François Hollande prend la décision d'établir l'état d'urgence, c'est évidemment à la fois contre la menace que représente le terrorisme, parce qu'il dit, oula, là il y a un acte d'une telle importance, d'une telle violence, etc. On ne peut pas faire autrement, mais il y a aussi une chose qu'elle pense, c'est qu'il dit, si je ne le fais pas, si je ne prends pas cet acte, la société française risque de réagir d'elle-même et il y a un vrai risque de guerre civile. Et donc je pense que la décision de proclamer l'état d'urgence, elle est à double face. Elle a... et d'ailleurs les deux faces sont schmittiennes, mais il faut vraiment en tenir compte. Il a à la fois pensé le danger extérieur, interne-externe, mais il a aussi pensé le risque de voir la société française rentrer dans une logique de guerre civile. Alors, c'est vrai qu'il y a cette capacité à désigner un ennemi. Et ça, bien sûr, c'est complètement schmittien. Le problème, c'est que ceci se fait sans la référence qui devrait l'accompagner, qui est la référence à une possible amnistie, et qui consiste à dire « Aujourd'hui, vous êtes nos ennemis, et nous vous combattrons sans relâche et sans merci, mais si demain, vous acceptiez de renier ce que vous étiez, une amnistie devient possible. » C'est la logique du pardon royal. Bon. Et le point qui est important, c'est que il me semble que François Hollande est tout autant gêné avec des actes d'autorité positifs qu'avec cet acte d'autorité négatif, qui est une décision d'amnistie ou une décision de grâce. Bon, il l'a fait pour Jacqueline Sauvage, mais il l'a fait de manière un petit peu ambiguë, etc. Et on voit bien qu'il se pose un problème. Ça veut dire effectivement que lui est un schmittien contraint et forcé. Que ça ne correspond pas du tout à sa nature profonde et à sa culture politique. Il reste quand même, mais il a... Vous savez, on dit beaucoup de mal de François Hollande, et je ne suis pas loin d'en partager une bonne partie, mais ne faites pas l'erreur de le prendre pour un imbécile. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui manque de caractère, c'est aussi une évidence, mais qui à certains moments comprend que il doit agir, même si ça le révulse dans tout son être, mais il comprend qu'il doit agir. Le cas de Manuel Valls est effectivement assez différent, et c'est tout à fait raison, ils ne sont pas du tout sur la même ligne, en réalité. Le cas de Manuel Valls est d'une certaine manière pire, parce que lui n'a aucun état d'âme dans s'engager dans une logique de contrainte. Et, alors, bien sûr, chez François Hollande, les mécanismes qui le retiennent sont des mécanismes qui sont beaucoup plus personnels que politiques.
c'est un gentil. Ça, si vous voulez, il veut à la fois vivre comme un homme normal, être un président et ne faire de peine à personne. Bon, voilà. Bien. C'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre, que le problème de François Hollande, c'était la notion de présidence normale. À ce moment-là, il ne faut pas vouloir être président de la République, parce que être président de la République, c'est tout sauf normal. Bien. Le cas de Valls, il est beaucoup plus, d'une certaine manière, il est beaucoup plus inquiétant, parce que chez Valls, on ne sent aucun de ces mécanismes de retenue qui peuvent exister à un moment donné. Alors, le point important, c'est que normalement, si on pense jusqu'au bout, la définition ami-ennemi s'accompagne du fait que l'on considère que les amis, en fait, ils peuvent s'opposer sur toute une série de points, mais cette opposition ne prend pas un aspect dramatique. Et c'est ce que Chantal Mouffe appelle l'agonisme, la relation agonistique. Mais le problème, c'est que autant pour définir une relation agonistique, il faut l'accord de tous, autant pour faire basculer d'une relation agonistique à une relation ami-ennemi, il suffit d'un seul. Il suffit que l'un de vos partenaires vous dise « Non, maintenant, j'ai décidé de vous détruire », pour que vous soyez obligé d'utiliser le même discours face à lui. Et c'est ça le problème. C'est ça d'ailleurs que Carl Schmitt avait parfaitement compris. C'est-à-dire que, dit, d'une certaine manière, ce n'est pas nous qui déterminons la relation ami-ennemi, c'est l'autre. Exactement. C'est l'autre qui, d'une certaine manière, nous impose cela. Mais en même temps, le fait qu'existe cette relation antagonique permet la définition d'un autre espace, qui est l'espace de la relation agonique ou agonistique. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Alors, je vais essayer de vous poser deux questions. Il reste 10 minutes. Oui, alors je vais répondre très rapide. Alors, en partie, les réponses ont déjà été données, mais je voudrais les poser sous un angle un peu particulier, concernant deux aspects de la souveraineté, à partir des exemples que vous avez donnés. Le premier, c'est celui d'Antigone. Je ne fais pas du tout la même lecture que vous d'Antigone. Je ne crois pas que la réponse soit unilinéaire, mais je suis plus d'accord avec la première intervention, pour dire que précisément si Antigone est une tragédie, c'est parce qu'il y a une équivalence. Bon. Sophocle est bien embarrassé pour faire un choix. Et une équivalence entre quoi? L'équivalence entre une rationalité très politique, que représente Antigone, à vocation universelle et humaniste, à laquelle, naturellement, Sophocle est extrêmement sensible, et une rationalité propre à la cité. Or, il ne faut pas oublier l'objet de la tragédie, c'est deux frères se sont entretués, et Créon décide que l'un des deux frères sera enterré, de l'autre forme, au roi immémorial de la cité, et qu'en revanche, un autre frère sera voué au vautour. Nous avons là deux choix, et Créon est fondateur de l'ordre politique par un acte arbitraire. Il impose une dissymétrie, alors que Antigone réclame la symétrie entre les deux frères, le même traitement pour les deux frères. Ce qui semble dire qu'il y a une véritable anthropologie politique chez Sophocle qui porte le caractère arbitraire de la souveraineté. Et c'est bien parce que cette souveraineté est arbitraire qu'elle est fondatrice d'un ordre politique. C'était ma première question. Oui.
question concerne Jean Bodin, qui est un témoin évidemment privilégié, où me semble-t-il, il va poser, ou va être posée, la question des rapports entre la souveraineté et la violence. Le mot n'a pas été prononcé, et pourtant il me semble qu'il est dans l'arrière-plan du travail de Jean Bodin comme du travail de Hobbes. Passer d'une violence discontinue, anarchique, appartenant à tout le monde, qui est la violence de l'état de guerre civile, à une violence continue qui serait concentrée entre les mains d'un seul. Étant bien entendu que si cette violence continue apporte avec elle la sécurité, elle apporte aussi avec elle la contrainte. Car dans la souveraineté, un aspect essentiel est un aspect de contrainte. Et notamment dans les États démocratiques qui nous interrogent particulièrement, en se heurtant à une pétition de liberté. Et par conséquent, ma seconde question serait celle-ci. Quel lien faites-vous entre la souveraineté et l'exercice de la violence? Bon, alors, sur le premier point, il y a une autre... Enfin, d'abord, je pense que Sophocle n'est pas embarrassé. Il construit une pièce, il sait d'emblée où il veut emmener le spectateur. Sa pièce n'est pas la légende. Il y a la légende d'Antigone et il y a la pièce. Donc, il faut comprendre que Sophocle, il a d'emblée une idée qu'il veut effectivement défendre. Pourquoi fait-il justement référence à cette asymétrie, à cet arbitraire fondateur? Ça pose un vrai problème parce que on pourrait aussi dire, mais pourquoi Créon ne se comporte pas comme Salomon? Pourquoi ne dit-il pas, ben voilà, les deux sont morts, quels qu'aient été leurs mérites ou leurs crimes, il faut maintenant les laisser tranquilles et les enterrer également. Je pense que s'il le fait, c'est bien pour montrer le fait qu'une décision qui est en apparence logique et fondatrice peut s'avérer destructrice de l'ordre politique de la cité. Et là, si vous voulez, je suis vraiment persuadé que, en fait, l'objet de la pièce, c'est de montrer qu'il y a deux positions qui, prises au pied de la lettre, sont tout aussi destructrices de l'ordre de la cité, la position de Créon et la position d'Antigone. Mais, j'insiste, en réalité, on peut très bien avoir une autre interprétation de la souveraineté, celle qui est donnée par les différents récits sur Salomon. Hein, le jugement de Salomon, par exemple. Bon, donc ça, c'est au contraire une autre manière de voir les choses. Et il y a un autre point qui est très important, c'est que en réalité, peut-être parce que se fait là la tradition judéo-chrétienne, dans le mode de pensée occidental et dans la construction de l'État en France, donc d'abord de l'État royal, eh bien, il y a quelque chose de très important qui s'appelle le pardon royal. Et ce pardon, qui a été utilisé de manière très politique, a justement comme fonction de permettre de réintégrer à certains moments des éléments que l'on avait rejetés hors de la cité, hors du royaume. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Après, sur la question de la violence et de la contrainte, oui, c'est une évidence. Max Weber parle, par exemple, du monopole de la violence, hein, tout à fait. Bon, la question... Alors, je ne dirais pas que c'est une violence, c'est violence discontinue ou violence continue. Je dirais que c'est plutôt une violence privatisée et qui peut déboucher évidemment sur la violence de tous contre tous. Donc là, on retrouve l'image de Hobbes. Et cette idée d'une violence contenue par un monopole. Et qui donc assure la sécurité au plus grand nombre dans la mesure où il respecte des règles. Ces règles peuvent être injustes, comme toute règle, mais qu'il respecte des règles qui sont établies.
Et ça veut dire que, là, de ce point de vue-là, je crois effectivement que la question de la forme de la violence est tout à fait centrale par rapport à l'évolution de nos sociétés. Est-ce que nous allons arriver à maintenir l'idée d'un État assurant le monopole de la violence, ou est-ce que nous ne sommes pas d'ores et déjà engagés dans une idée de privatisation de la violence, mais qui entraînera avec elle la destruction de l'État? Et là, malheureusement, il y a ce que dit Henri IV, il n'est d'irrémédiable que la perte de l'État. Madame, qui a levé la main depuis tout à l'heure, depuis le début. Allez-y, 30 secondes. Ça sera pour Tatiana la dernière question, parce qu'il faut qu'on s'arrête, malgré... On est désolé. Donc je voudrais passer de la Grèce antique à la Tchétchénie, à la Russie. Pour réagir à ce que vous avez dit qu'il n'y a pas de problème avec les musulmans en Russie. Donc si on était en Russie, je dirais que je ne suis pas du tout d'accord, mais vous avez dit qu'il faut se comporter à la française, donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que tous les grands attentats, en fait, dans le métro, la prise d'otages. Ça, c'est beau. La prise d'otages à Beslan, c'était par les Tchétchènes. Je ne sais pas si vous êtes allé à la Tchétchénie. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas. Et c'est pas pour accuser les musulmans du monde entier, c'est pour dire qu'un État autoritaire, ça ne règle pas la question de l'homogénéité de la population, à mon avis. Et après, vous avez dit que, si j'ai bien compris, que parfois la légitimité peut passer avant la légalité, certaines conditions. Après, vous avez parlé du pouvoir charismatique, ça serait bien s'il y avait plus de chefs charismatiques. Je ne sais pas si vous parlez de Poutine. Voilà. Et donc ma question c'est, est-ce qu'un homme politique charismatique qui est considéré par les gens comme légitime, qui vote pour lui, est-ce qu'il a le droit de rester au pouvoir pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans? Est-ce que c'est légitime? Fondamentalement, sur la question de la Tchétchénie, les attentats étaient commis par des Tchétchènes, et ces Tchétchènes étaient rejetés par la majorité de la population, y compris la population musulmane. Il y a eu en 99 les batailles qui ont opposé les forces de sécurité du Daghestan justement aux combattants tchétchènes, et où les Tchétchènes ont été repoussés, ils ont été refoulés sur la Tchétchénie par des combattants daguestanais qui étaient musulmans, si vous voulez, qui étaient musulmans. Ah, le problème, c'est que eux, c'était des musulmans de confrérie, et les combattants tchétchènes faisaient plutôt allégeance à un islam wahhabite ou soufi. Ou non, pas soufi justement, ou salafiste. Bon, mais il y a ce vrai problème. Alors après, il y a toujours, si vous voulez, sur une population de 20 à 24 millions de musulmans, vous trouverez toujours quelques dizaines d'individus. Mais tout le monde comprend que ce ne sont que quelques dizaines d'individus. Et de ce point de vue-là, l'attitude du gouvernement russe qui est de dire vous pouvez construire toutes les mosquées que vous voulez, et nous on est même prêt à mettre un petit peu d'argent pour vous aider à les construire, etc. Mais vous faites très attention aux prêches qui sont faits dans ces mosquées, me semble correspondre à quelque chose qui, d'une certaine manière, satisfait à la très grande majorité de la population. Après, il y aura toujours nécessairement, quand vous avez, grosso modo, je sais pas moi, ça doit représenter 16 à 18% de la population de la Russie qui est musulmane. Ben oui, il peut toujours y avoir quelques dizaines d'excités. Bon, ça malheureusement, ça fait partie de la vie. Après, sur la question de Poutine, deux choses. Un,
oui, je pense qu'à un moment, dans un moment de crise particulier, un homme ou une femme peut être investi justement de ce pouvoir charismatique. Mais on constate aussi que ce pouvoir charismatique ne dure en général pas plus de 2 à 3 ans. Et qu'après se pose la question de sa transformation, soit en un pouvoir patriarcal autoritaire, soit en un pouvoir collusif, soit un pouvoir bureaucratique. Bon. Donc ça, si vous voulez, c'est un véritable problème. Et aujourd'hui, Poutine jouit d'une popularité extrême, mais il faut comprendre que cette popularité ne peut être utilisée que pour un temps court, peut-être un an et demi, s'il a réellement envie de reconfigurer le système politique. Après, sur la question, est-ce qu'un chef d'État peut être réélu pour 20 ans, 30 ans? Je vais vous dire oui. D'une certaine manière, le droit français ne reconnaissait pas pendant très longtemps l'idée de limitation des mandats. On considère qu'à partir du moment où le peuple choisit un dirigeant, il est libre de le faire, quel qu'il soit, et quelle qu'en soit la durée. Donc ça, si vous voulez, c'est une... je reconnais par exemple que les États-Unis n'ont pas eu du tout ce type de réaction. Ils ont considéré que, d'une certaine manière, pour que le président des États-Unis n'ait pas la tentation de se faire roi, c'est ça quand même, il faut rappeler comment les choses sont faites. Bon, quand c'est discuté la Constitution américaine, où d'ailleurs je vous signale qu'il y a eu un grand débat, qui a duré 3 jours, de savoir est-ce que l'on s'adressera au président comme Monsieur le Président ou Sire. C'était ça le débat. Donc on voyait bien, est-ce qu'on élit un nouveau roi ou pas? Et décidant que dans la mentalité de l'époque, il fallait limiter autant que possible le pouvoir fédéral et laisser autant que possible de pouvoir aux États fédérés, on a décidé de limiter la... Non, bien sûr, mais on avait dit. Alors, il y avait une autre chose qui était importante. Oui, c'était coutumier. Il y avait une autre chose importante, c'est que normalement, dans la Constitution, au départ, le vice-président devait être l'adversaire malheureux du président. Ah oui? Alors, c'est une règle qui a été... Enfin, il y a eu un amendement à la Constitution, je crois, au bout de 3 ou de 4 mandats, parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas, si vous voulez. Mais c'était ça l'idée. C'était l'idée de dire, ben voilà, vous vous êtes opposés, et ben maintenant, collaborez. Mais on comprend ça, si vous voulez. Il y a une logique à ça, et c'est cette idée que il faut, grosso modo, limiter autant que possible le pouvoir fédéral par rapport aux États fédérés. Mais ça, c'est une logique qui ne peut fonctionner que sur des États de type ancien. Et à partir du moment où on bascule vers des États modernes, avec en particulier la révolution industrielle, tout ce cadre saute. Bon. Chers amis, il faut qu'on arrête.